Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à Trèves. Cette ville allemande millénaire, plus de 2000 ans, nous regarde depuis cette porte noire qui est le monument historique le plus connu ici datant de l'Empire romain. Alors l'Allemagne, c'est un pays fondateur de l'Union européenne le plus peuplé avec 84 millions d'habitants, la première économie. Et cette Allemagne a changé de visage en septembre dernier en portant au pouvoir le chancelier social-démocrate Olaf Scholz après 16 ans de règne de la chrétienne-démocrate Angela Merkel. Alors, qu'est-ce que cela va changer pour ce pays, mais aussi pour l'ensemble de l'Europe? Cette nouvelle coalition, dite Feu tricolore, que doit-on en attendre? Le point avec Johan Baudin. Une passation tout en douceur. Olaf Scholz, candidat des sociodémocrates allemands, a pourtant mis un terme aux 16 années de règne de l'Union des chrétiens démocrates et des conservateurs. Mais celui qui a été à 2 reprises ministre de l'ex-chancelière s'était aussi posé en successeur naturel d'Angela Merkel. Le 8 décembre dernier, les élus du Bundestag l'ont désigné nouveau chancelier. Le fruit d'une courte négociation pour former une coalition tripartite dit Feu tricolore. Une première depuis 1950, elle réunit sociodémocrates, libéraux et verts. Sa nouvelle équipe est une première aussi en Allemagne, totalement paritaire, 8 hommes et 8 femmes. Les Verts accèdent à un super ministère qui allie économie et écologie avec un budget inédit supérieur à 10 milliards d'euros. Ambition affichée, sortir du charbon dès 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2045. Des investissements tout en maintenant l'équilibre des finances. Le portefeuille de grand argentier a été confié au chef des libéraux, à lui de faire rimer défis climatiques et défis budgétaires. J'espère que nous aurons un gouvernement compétent et que les 3 partis feront les choses bien. De toute façon, on aura une meilleure politique climatique. Je suis optimiste sur le fait qu'il y aura des évolutions positives et que ces changements seront beaux pour l'avenir. Le gouvernement d'Olaf Scholz devra aussi lutter contre les inégalités qui se sont creusées dans un contexte de pandémie et d'inflation. Autre chantier que ce cabinet entend redynamiser, la construction européenne. Sa coalition plaide pour plus de fédéralisme, oser plus de progrès, mais dans la continuité, arbitrer des forces aux intérêts parfois opposés. Dans cette démocratie du consensus, Olaf Scholz s'est vu confier un mandat de 4 ans qui suscite beaucoup d'attentes. Je suis Katharina Barley. Je suis membre du Parlement européen pour les social-démocrates, leur vice-président, et j'étais ministre dans le gouvernement Merkel 3 et 4. Et nous sommes maintenant à Trèves, ville de 100 000 habitants, en Rhénanie-Palatinat, qui est la ville de naissance de Karl Marx, le philosophe, le père du socialisme, un socialisme qui a trouvé une de ses déclinaisons dans la SPD, la social-démocratie allemande, dont vous êtes membre. Katharina Barley, bonjour. Votre parti a gagné les dernières élections. Qu'est-ce qui le rattache encore à Karl Marx? Bien sûr, on n'est pas en ligne directe de Karl Marx. Ses idées ont pris des tours différentes, on dirait. Mais l'idée générale de respecter aussi les droits des personnes normales, je dirais, des travailleurs, parce que Olaf Scholz, il était un avocat pour les droits sociaux, donc il a une très grande conscience sociale. Vous avez distribué les portefeuilles, et notamment un super ministère de l'économie et de l'écologie aux Verts et un ministère aux libéraux qui concerne les finances. Qu'est-ce qui va dominer dans votre pensée sur le plan de relance européen et la dette en commun? Bon, j'espère que la chancelière dans les mains de Olaf Scholz et les social-démocrates va dominer, parce qu'il a déjà prouvé qu'il comprend l'Europe, parce que dans la crise, c'est lui avec Bruno Le Maire, le ministre de la Finance français, qui ensemble ont créé ce plan de relance. Vous avez par exemple beaucoup insisté sur un aspect de votre programme, augmenter le SMIC de 9,6 à 12 € de l'heure. Est-ce que c'est faisable sans renforcer l'inflation, comme le disent vos opposants? Nous sommes très fiers de cette augmentation parce que c'était vraiment le projet principal de notre campagne électorale. Quand on a introduit le SMIC, il y avait beaucoup de gens qui disaient ça sera
la fin de l'économie allemande, tout le monde va sortir du pays, n'importe quoi. Rien de tout ça s'est réalisé. Et donc, je suis très optimiste que aussi cette augmentation va se faire très bien. Dans quel sens est-ce que vous pensez que la France et l'Allemagne doivent travailler? Il y a la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022. Il y a les grands développements, bien sûr. Le changement du climat, la migration, très important. Aussi le numérique. Mais pour moi, personnellement, c'est aussi l'état de droit en Europe. Parce qu'on voit les développements qui sont vraiment très ambitieux, je dirais même, en Pologne, en Hongrie, en Slovénie maintenant aussi. Et c'est là où le gouvernement conservateur, Angela Merkel en personne, n'a pas fait assez. J'espère qu'on verra beaucoup plus d'initiatives sur cela. Mais en même temps, les Français craignent un peu que, notamment avec des projets comme Nord Stream, qui vous rattache à la Russie en contournant l'Ukraine, une pipeline donc, qui vous rend dépendant un peu de Vladimir Poutine, eh bien vous soyez un peu entre les mains justement de ce voisin russe. Nord Stream 2 est une possibilité additionnelle, supplémentaire de ce qu'on a déjà. Donc on ne va pas, pour le gaz russe, couper d'autres sources. Donc je ne vois vraiment pas comment une source supplémentaire peut aggraver une dépendance. Je ne crois pas que ça sera le cas. En ce moment, on est assez dépendant aussi des pays arabes, où aussi le respect pour l'état de droit, pour les droits fondamentaux, etc., est assez faible. Je crois qu'il faut changer le système d'énergie entier. On va investir beaucoup dans les énergies renouvelables. Ça on fait déjà, mais on va l'augmenter beaucoup. Et aussi, c'est l'hydrogène qui est le futur. Donc, on est vraiment très conscient que ça sera difficile. On est le seul pays industrialisé qui sort au même temps du charbon et du nucléaire. Mais on voit ça vraiment comme projet qui peut marquer un changement pour toute l'Europe, même pour le monde, si on avance. Les usines à charbon produisent encore plus d'un quart de l'électricité en Allemagne. Et d'ailleurs, ici, en Rhénanie-Palatinat, se trouve aussi la plus grande mine de charbon d'Europe. Il s'agit de Gerzweiler, sur 48 km² qui a exproprié 50 000 personnes. La résistance s'organise et d'ailleurs reprend courage avec l'annonce de la sortie du charbon dès 2030, comme nous le montre tout de suite ce reportage de notre envoyé spécial sur place, Luc Brown. La mine à ciel ouvert de Gerzweiler, à une trentaine de kilomètres au sud de Düsseldorf. C'est la plus vaste d'Europe occidentale. Ici est extrait la lignite, un charbon utilisé pour alimenter en électricité le cœur industriel de la Ruhr. À proximité se sont installés ces militants écologistes. C'est là, c'est la mine à ciel ouvert. C'est là qu'ils creusent le lignite. Ils brûlent juste là. Toutes les mines de la région et les centrales électriques, elles constituent ensemble la plus grande source de dioxyde de carbone de toute l'Europe. Derrière ces barricades, ils ont bâti des cabanes dans les arbres. Ils s'y relaient. C'est une ZAD, une zone à défendre. Les zadistes tentent d'empêcher toute évacuation future. Là-bas, là-haut, vous pouvez voir une petite plateforme. C'est un peu inconfortable à cause du vent et de la pluie, et c'est pour cela que nous devons l'agrandir et la rendre plus solide. Une loi datant de 1937 fait primer l'exploitation du sol sur le droit de propriété. Ainsi, en 15 ans, l'extension de la mine a déplacé 12 000 personnes. Mais ici, à Lützerath, un agriculteur conteste en justice son expropriation. Les militants y ont installé ce qu'ils appellent la frontière des 1,5 degré, ligne symbolique que l'État ne doit plus franchir selon eux. 1,5 degré signifie que Lützerath reste. C'est pour montrer que c'est fou, incohérent de continuer à brûler du charbon alors que notre gouvernement s'est engagé à limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 degré ce siècle-ci.
Garzweiler devait être exploité jusqu'en 2045, mais sa fermeture pourrait intervenir d'ici 2030, conformément à l'objectif fixé par le nouveau gouvernement d'abandonner le charbon dans sa production d'électricité. Une révolution pour cette région qui a toujours été un bastion minier, alimentant le premier bassin industriel d'Europe de l'Ouest. Mais en Allemagne, le charbon représente encore un tiers du mix énergétique, soit le triple de la moyenne de l'UE. Et à Düsseldorf, jouer l'écologie contre l'économie peut s'avérer délicat, surtout pour le SPD local, alors que le parti a pris la tête d'une nouvelle coalition fédérale plus verte. Les conditions préalables sont toutefois que nous devons nous occuper de nouveaux emplois pour les mineurs, que nous devons créer de nouvelles industries, de nouveaux emplois dans le bassin minier rhénan, dans la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dans la région de Lignitz, ici, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Mais nous devons également accélérer le développement des énergies renouvelables. Il ne faut pas que nos entreprises et nos ménages se retrouvent soudainement sans électricité. L'Allemagne compte plus de 50 centrales électriques au charbon en activité. Datteln 4 est la plus récente, inaugurée en mai 2020. Son exploitant insiste sur le fait que sa technologie moderne la rend moins polluante. Mais l'an dernier, un tribunal régional a jugé que l'usine avait été construite illégalement, menaçant de fermer ce site qui a coûté 1,5 milliard d'euros. Pour l'ONG Les Amis de la Terre, c'est le signe d'un avenir plus clair et plus propre. Nous attendons donc du gouvernement fédéral qu'il agisse avec engagement. Car si les objectifs de protection du climat fixés à Paris doivent être atteints, nous devons abandonner le plus rapidement possible, au plus tard en 2030, toute production d'électricité à partir du charbon. Et Datteln 4 doit être arrêté le plus rapidement possible. Pour l'instant, le sort de Datteln 4 reste indécis. Pour atteindre l'objectif zéro charbon en 2030, Berlin veut que les énergies renouvelables représentent 80% de son mix énergétique, soit presque le double de leur niveau actuel. Bonjour, bienvenue à Francfort. Mon nom est Michael Gahler, je suis membre du Parlement européen du Parti populaire européen chrétien-démocrate. Après cette région minière, nous nous retrouvons dans la capitale financière de l'Allemagne, à savoir Francfort, où coule le Main. Et nous sommes en compagnie d'un eurodéputé qui connaît bien ces lieux, chrétien-démocrate, qui n'ont pas remporté les dernières élections après 16 ans d'Angela Merkel. Pourquoi, selon vous ? Après 16 ans, les gens veulent un peu de changement. Le vice-chancelier, M. Scholz, il a été considéré comme la continuité d'Angela Merkel par certains. La nouvelle coalition, elle veut sortir du charbon et passer dès 2030, pas 2038, à une économie sans charbon. C'est réaliste ? Sortir en 38, qui était prévu, c'était déjà le résultat des négociations assez forts et lourds. Et à mon avis, il faut encore donner preuve qu'on est capable d'arranger ce changement structurel dans ces régions concernées. À mon avis, c'est bien d'avoir ces grands buts dans le domaine de réduction de CO2, mais les effets vont pas se dérouler en Allemagne. Ça, c'est quelque chose de mondial qu'il faut adresser. Voilà, on prend acte de cette décision et on verra comment ça se déroule. Mais alors, est-ce qu'Angela Merkel a eu raison de sortir du nucléaire après l'incident de Fukushima, ce qui vous a obligé à développer jusqu'à 45% de votre consommation d'électricité en énergie renouvelable? Ça n'est pas suffisant. Il vaut mieux avoir sorti du charbon d'abord et puis du nucléaire. Afin d'arriver au but de la réduction de CO2. Hein. Donc, mais on est là où on est. On va sortir l'année prochaine. Et ça, évidemment, cause vraiment des frictions et des vrais défis. À l'époque, après Fukushima, il n'y avait presque pas de vraies discussions. Il y avait une décision. Et à l'époque, l'opinion publique était fortement contre le nucléaire. 16 ans au pouvoir des chrétiens-démocrates qui ont finalement décidé de la construction de Nord Stream 2 qui est terminé, ce pipeline qui contourne l'Ukraine pour livrer le gaz russe, qui est évidemment très critiqué. Est-ce que c'était une bonne impulsion ? Moi, personnellement, avec quelques amis politiques de mon propre parti et avec une large majorité au Parlement européen, j'étais contre cette pipeline du début qui a été... Ils ont commencé en
2015, un an après l'agression contre l'Ukraine. C'était évidemment un projet politique afin d'éviter le transit via l'Ukraine et afin d'affaiblir l'Ukraine. C'était la motivation principale de Vladimir Poutine. Mais au sein de la coalition, les chrétiens démocrates étaient plus hésitants, les social-démocrates très en favorisant. Donc on a trouvé un certain compromis en disant, voilà, ça c'est un projet économique privé qui n'était pas, à mon avis, le cas. Nous avons payé un très haut prix politique de soutenir ce projet. Alors, vous êtes le siège de la Banque centrale européenne qui est juste derrière nous, la BCE qui affirme son indépendance, qu'on accuse maintenant d'avoir généré trop de liquidités sur les marchés à l'occasion de cette crise du coronavirus et donc pas maîtriser l'inflation suffisamment. La construction de la Banque centrale européenne était une construction délibérément pour une indépendance. Et c'était souhaité surtout par les Allemands. Et on ne souhaitait pas une banque qui est dirigée par n'importe quelle structure politique. C'est une banque indépendante qui exerce ses devoirs. Et on accepte cette politique ou non, mais la banque reste dans son mandat. Fin de notre émission consacrée à l'Allemagne et ses deux grands partis historiques, sociaux et chrétiens démocrates. Vous pouvez la retrouver sur www.france24.com ainsi que l'épisode 2 qui lui est davantage dédié aux partenaires minoritaires de la future coalition, les Verts et les libéraux, avec de nombreux reportages. À très bientôt.